Eh, je vous ai remarqué les petits coquins là, j'ai vu que suite à ma vidéo « Ces métalleux qui détestent le métal moderne », j'ai eu des réactions en commentaire. Mais j'ai aussi pu voir à côté du contenu qui allait dans le sens de la fracture générationnelle au sein du métal. J'avais déjà fait il y a plusieurs années un PGCD sur le thème de la rébellion dans le métal mais aussi dans l'art. Et j'ai aussi fait une vidéo sur le thème « Métalleux, moi, jamais » où j'ai analysé profondément certains phénomènes inhérents à l'attitude métal. En voyant également des gens râler contre le mainstream, tout en citant des groupes mondiaux pour présenter leur singularité, j'ai eu envie de me pencher davantage sur l'idée de l'anticonformisme, afin de voir ce que ça signifie dans le métal ainsi que dans un positionnement politique, et voir comment l'attitude métal peut avoir de multiples formes, souvent inconciliables, alors que nous partons de la même bannière, du refus de se conformer à une norme arbitraire. Mais avant ça, on peut percevoir la notion d'attitude selon plusieurs axes. Pour Allport, en 1935, l'attitude est définie comme une préparation à l'action, c'est-à-dire au comportement individuel. Et pour Fazio, en 1986, l'attitude est une association entre un objet et une évaluation donnée à cet objet par l'individu. Cette attitude résulte d'un apprentissage et sera formée par l'environnement de l'individu. Cette attitude sera le fruit de son expérience avec son environnement. Par définition, l'attitude métal est au confluent de plusieurs phénomènes. D'une part, le désir de distinction défini par Bourdieu et la construction du goût par le dégoût, c'est-à-dire par refus ou rejet d'une certaine norme, et d'autre part, du besoin d'appartenance à un milieu, comme défini en anthropologie, avec notamment l'importance du rite de passage et du respect de certains canons. On peut alors dégager certaines tendances dans le milieu métal, où l'attitude consiste à se méfier du prêt-à-penser, à refuser le dogme jugé populaire, à se positionner à contre-courant. Et ces positionnements à contre-courant, ça peut être pêle-mêle, la foule porte les cheveux coupés, je vais manifester ma liberté de manière ostentatoire par ma chevelure. La mort est un tabou, on va non seulement la représenter, mais aussi la chanter dans le death metal ou le black metal. La religion représente le sacré, l'intouchable. Eh bien, le blasphème sera au cœur du black metal. Et en plus de ces choix à contre-courant, les rites de passage peuvent prendre plusieurs aspects. Ça peut aller de l'affranchissement adolescent classique type premier concert et première beuverie, jusqu'au pèlerinage pour se rendre à un festival, jusqu'à également l'accès à une forme de collection ou d'ensemble de connaissances qui permettent de voir que la personne à qui l'on s'adresse appartient au milieu métal du fait de son attitude. On peut ainsi, comme l'a observé Adorno, s'apercevoir qu'une attitude particulière est le symptôme d'un syndrome de personnalité. L'attitude est à la fois expérience du fait social et expression de sa place au sein de cette société. En évoquant tout cela, il me semble important de vous faire un petit récap de ma propre expérience pour mieux saisir où je me situe en termes d'attitude, mais aussi me présenter permet de faire le point pour les personnes qui prendraient ma production en cours de route. Bonjour à vous, ici Mom. Si on parle de fracture générationnelle, et vu que je vais causer de ma propre expérience de l'anticonformisme, il me faut vous établir une image simple mais juste de qui je suis. Et si jamais tout ce que je dis là ne vous intéresse pas, je mets le chapitrage et le timecode pour que vous puissiez skipper cette partie. J'ai l'âge du Human de Death. Je suis né en cette formidable année 1991 qui a vu paraître aussi le Testimony of the Ancients de Pestilence et le Contradictions Collapse de Meshuggah. Je ne cite jamais ces albums au hasard car ils sont des pierres angulaires non seulement du métal précis mais aussi de ma culture musicale. J'aime énormément la scène fin 80, début 90, avec la mort du thrash metal, l'émergence du death technique et un fleurissement considérable du métal progressif. Je n'ai pas vécu ce vivier incroyable évidemment, mais je l'ai étudié, je me suis documenté, j'ai avidement lu tout ce que je pouvais découvrir sur cette période, que ce soit dans des magazines, des livrets d'albums, des interviews, des articles ou des chroniques. Enfant des années 90, on peut m'étiqueter de la génération Millennials.
Sauf que non. Parce que contrairement aux autres millennials, je n'ai pas grandi avec un téléphone portable par exemple. Non, cet outil, je l'ai acheté moi-même à 18 ans, et c'était même pas pour pouvoir profiter des fonctionnalités machin bidule, non. Je l'ai acheté pour être en contact avec mes nouveaux amis de la fac, et je m'en servais quasiment jamais. Pas parce que j'avais pas d'amis, non, mais vu qu'on se voyait tous les jours, le portable n'était pas forcément nécessaire. Et mon premier smartphone, je l'ai eu en 2018, donc quand j'avais 27 ans. Moi, je vous le dis, je n'aime pas les téléphones. Je déteste cette obligation d'être toujours disponible. Parce que ce que j'ai volontairement dissimulé, c'est que je suis quelqu'un de nature taciturne. J'ai toujours pris la distance avec tout, je me suis toujours méfié de tout, et j'ai toujours été contrariant. Contrariant, c'est le mot poli pour dire chiant. Donc tous les effets communautaires ou de mode, je m'en suis largement détourné. Si ça fait l'approbation générale, je vais encore plus m'y opposer. Je préfère chercher par moi-même plutôt qu'on me serve un truc tout prêt, parce que cette soupe qu'on me sert ne sera pas à mon goût. Mon goût, c'est celui d'un enfant introverti qui découvre sa sensibilité artistique par les musiques des compositeurs japonais, notamment Hiroki Kikuta avec le jeu Secret of Mana et Nobuo Uematsu avec la saga Final Fantasy. Marqué par la grande émotivité de ses œuvres, j'ai depuis mes 5 ans nourri une appétence pour la musique et la poésie. Il y a aussi que je viens d'un milieu où les frustrations étaient présentes, voire inévitables. Je suis très loin de l'enfant qui avait tout en un claquement de doigts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais notamment évoqué cette anecdote dans la vidéo Les limites de l'illimité, où j'avais vendu ma GameCube pour m'acheter mon premier baladeur MP3. Et ceci fait le lien avec mon entrée dans la découverte active de la musique. J'ai mine de rien eu la chance d'avoir internet dans les années 2000 et ainsi de profiter du téléchargement. Mais comme pour le téléphone, j'ai eu mon propre ordinateur assez tardivement. Par contre, quand je l'ai eu, ça a été un enchantement. Je pouvais lire des tas d'articles sur le power metal, trouver des noms de groupes, les télécharger au hasard, attendre impatiemment de pouvoir les écouter et finalement me sentir frustré de ne pouvoir en garder que quelques-uns sur l'espace limité de mon disque dur. Sur les forums et les espaces d'échange en ligne, il y avait cette dimension, on se partage les bons plans. La fin des années 2000 a été l'émergence de ce qu'on appelle les hidden gems, les joyaux cachés. Et à la fin des années 2000, les gens évoquaient des groupes malheureusement oubliés dans la grande histoire. Watchtower, Mania Road, ADX, Sortilège, Mekong Delta, Voivode, Coroner. C'était un véritable plaisir de plonger là-dedans. Et en fait, c'est un écosystème assez sain parce que les gens évoquaient ces groupes oubliés et à côté, sur les plateformes de téléchargement, tu pouvais avoir accès à ces albums qui ne connaissaient pas encore de réédition. Non, parce que maintenant, si tous ces groupes-là, tu peux les trouver assez facilement, c'est parce que depuis les années 2010, il y a eu des rééditions assez fréquentes. Mais à la fin des années 2000, pour trouver du sortilège, fallait se lever tôt. Et j'avoue que j'ai gardé ce côté fouineur. Et quand je vais en boutique, il m'arrive de prendre des disques à l'aveugle sans chercher à écouter au préalable, ce qui m'est arrivé notamment pour Miscréance, que j'ai découvert en 2024, en me fiant simplement à la cover et au macaron qui indiquait pour les fans de Pestilence, Death et Athéiste. J'ai fait confiance, j'ai risqué, j'ai gagné. Et d'ailleurs, je refuse ardemment l'usage des plateformes de streaming. Je déteste ça. Déjà parce que ces plateformes, elles se foutent de la gueule des artistes, ils sont très peu payés alors que c'est eux qui font le taf. Et aussi parce qu'il n'y a pas d'investissement actif de la part de l'auditeur ou de l'auditrice. T'es inscrit dans le flux, la plateforme te partage des choses, et c'est tout. Toi tu fais rien, tu te laisses porter. Moi j'ai ce besoin de faire en mode actif, de chercher par moi-même, engagé à fond en mode scavenger hunt, tu vois, en mode chasse au trésor. Ma culture, je l'ai faite avec mes écouteurs dans les oreilles, toujours en promenade quand j'étais adolescent, dans une volonté de fuite ou de construction, et plus tard, dans mon salon, avec la possibilité d'avoir une chaîne stéréo solide pour demeurer entre refuge et refus. En soi, ma culture, elle n'a rien à prouver. Je sais ce que je vis, je connais mes épreuves, et j'ai toujours été dans cette quête de comprendre. Car s'il y a bien une chose avec laquelle j'ai du mal, c'est l'absence de sens. Le côté, c'est comme ça. Non, vraiment, j'ai horreur de cette phrase et j'exècre cette injonction de « c'est ainsi, accepte-le ». Ainsi, c'est dans cet ordre d'idées que je propose des vidéos. Elles sont là pour donner du sens, mettre à plat et permettre l'échange. Donc, avant d'aller plus loin, sachez que vous avez tout à fait le droit d'exprimer des désaccords avec ce que je dis, mais faites-le avec respect. Comme je dis souvent,
si vous vous reconnaissez dans certains éléments que je vais donner après, ce ne sont pas des attaques, ce sont juste des éléments de réflexion. Dans la présentation que je viens de faire, le fait que je dise « je déteste le, c'est ainsi, accepte-le » et ce depuis mon plus jeune âge, cela montre bien que, en soi, le conformisme, ça m'a toujours gêné parce que je l'ai subi à divers degrés. Quand on te dit « t'es pas normal » ou « t'es sans doute taré », tu te prends en plein dans la gueule ce que le conformisme refuse de voir. Un enfant introverti, c'est un enfant différent. Et donc, il faut le ramener au sein de la norme. Un adolescent qui interroge, c'est un adolescent qui trouble l'ordre. Idem, je ne vais pas rentrer dans les détails des coups que je me suis pris en plein dans la gueule, ce n'est pas le sujet. Mais on se prend toutes et tous, à divers degrés, des injustices ou des pieds-bouches, dès lors que nous cherchons à dépasser la rigidité d'un système. Et ça, ce n'est pas nouveau, et vous le savez très bien, si on prend le grand classique de l'artiste considéré comme fou, par exemple, en poésie, car c'est une de mes passions, mais aussi un de mes objets d'étude en licence, lettres modernes RPZ, on ne compte pas les cas d'artistes jetés dans le caniveau. J'en parlais dans ma vidéo sur la rébellion, mais Gérard de Nerval a été perçu comme une personne folle à cause de son mélange constant entre réel et imaginaire. L'épanchement du songe dans le réel, tout ça. Dire Nerval est fou est une manière simple et efficace de se débarrasser de ce nuisible. Sa poésie dérangeait, son art troublait l'ordre public en donnant à voir autre chose. En fait, dire « il est fou », c'est le discréditer sans aucun argument. Et là, vous devriez voir où je veux en venir. Au 19e siècle, dire « il est fou », c'est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui avec « ok boomer » ou « tais-toi le jeune ». Ce sont des phrases lamentables qui servent à taire quelqu'un qui a un message à fournir, qui souhaite partager sa vision d'un monde dans lequel l'individu ne se reconnaît pas. Mais en balançant ces phrases au pif, vides de sens, eh bien on le discrédite et on le jette tout de suite sous forme de procès. L'anticonformisme est donc ce cri adressé à un ensemble psychorigide. Et on peut ainsi, en restant dans l'exemple de la littérature, citer Huysmans avec son œuvre À rebours, qui est une illustre expression de l'anticonformisme via l'école décadente du 19e siècle. Des Esseintes, qui est le protagoniste du roman, est un personnage remarquable dans cette construction méticuleuse de la singularité, du renversement des codes, dans la façon de faire sien le monde extérieur. Et là, je vais vous divulgacher la fin du livre, mais concrètement, le roman s'achève sur une intrusion magistrale de ce monde extérieur au sein du sanctuaire de Des Esseintes. Quoi qu'il fasse, le monde viendra aspirer toute tentative de bâtir une Thébaïde. Cependant, cette fatalité ne doit pas nous enlever cette idée que l'esprit anticonformiste se nourrit, grandit et peut se partager. Je prends tous ces exemples littéraires parce qu'ils permettent de mettre le doigt sur des phénomènes qui ont eu lieu à d'autres époques et de manière similaire. De plus, le métal puise dans une tradition artistique mais aussi littéraire, puisque des musiciennes et musiciens métal ont fortement pioché dans le répertoire littéraire pour forger des ambiances ou écrire des textes de grandes œuvres du métal. Et puisque l'on parle de tradition artistique, eh bien le métal, comme d'autres formes artistiques avant, est une musique de rupture. Et là je ne vous l'apprends pas, hein, mais tout nouveau courant artistique se fait en rupture. Les conventions sont bousculées et cette agression face aux normes est d'abord incomprise, rejetée, interdite, avant d'être étudiée, analysée, observée et comprise. De nombreux artistes ont fait polémique avant d'être reconnus comme des maîtres, et plusieurs artistes ont pu exprimer leur souhait de ne jamais être à la mode ou acceptés par l'intelligentsia pour continuer à proposer des œuvres non conformistes. Et là, des exemples, dans le jazz, tu peux en trouver à la pelle. Mais tu peux en trouver également dans la musique savante, avec des artistes qui ont refusé d'être sous mécénat. Mais je vais plutôt revenir à la littérature et me limiter à l'exemple de Rousseau, marginal, magistral, à contre-courant de son temps, visionnaire, profondément complexe, et qui a observé son époque avec une vision anticonformiste totale, jusqu'à refuser d'être sous l'égide de Louis XV, refusant sans arrêt l'argent facile pour maintenir l'intégrité de son discours.
Et avec Rousseau, on pourrait aussi évoquer la distinction entre marginalité choisie et marginalité subie, mais ça, on l'évoquera plus tard. Alors ce n'était pas prévu dans le script, mais en faisant des recherches pour trouver de quoi illustrer ce que je dis par rapport à Jean-Jacques Rousseau, je suis tombé sur un extrait de sa dissertation sur la musique moderne, et je trouve qu'il y a une interprétation qu'on peut faire de cet extrait qui est un peu en rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui. Je lis. La musique a eu le sort des arts qui ne se perfectionnent que successivement. Les inventeurs de ces caractères n'ont songé qu'à l'état où elles trouvaient de leur temps, sans prévoir celui où elles pouvaient parvenir dans la suite. Il est arrivé de là que leur système s'est bientôt trouvé défectueux, et d'autant plus défectueux que l'art s'est plus perfectionné. À mesure qu'on avançait, on établissait des règles pour remédier aux inconvénients présents et pour multiplier une expression trop bornée qui ne pouvait suffire aux nouvelles combinaisons dont on la chargeait tous les jours. Sauveur, n'ayant eu en vue que quelques propriétés des sons, et surtout la pratique du chant qui était en usage de leur temps, ils se sont contentés de faire par rapport à cela des systèmes de musique que d'autres ont peu à peu changé à mesure que le goût de la musique changeait. Or, il n'est pas possible qu'un système, fût-il d'ailleurs le meilleur du monde dans son origine, ne se charge à la fin d'embarras et de difficultés par les changements qu'on y fait et les chevilles qu'on y ajoute, et cela ne saurait jamais faire qu'un tout fort embrouillé et fort mal assorti. Je trouve notamment la fin de cet extrait vraiment à propos de ce qu'on a dans le métal, puisque aussi parfaite que puisse être la base, si tant est qu'on puisse la considérer comme parfaite, mais imaginons, la base du métal serait tellement parfaite, de toute façon, au fur et à mesure des changements et de tout ce qu'on y ajoute, va forcément y avoir des oppositions, des luttes, et finalement, ce que décrit ici Rousseau, c'est un peu le phénomène d'entropie. L'entropie, c'est en physique le fait que tout système va de toute façon perdre en énergie et toute organisation va se désolidariser d'une façon ou d'une autre. Et en fait, ce phénomène physique d'entropie, tu peux le retrouver aussi pour les civilisations, pour les entreprises. Et dans le cas qui nous intéresse ici, on peut évidemment parler de l'entropie de la marginalité dans le métal, mais aussi l'entropie de l'anticonformisme à un temps donné. Donc oui, initialement, le métal puise ses racines dans la marginalité. Mais peut-on parler d'anticonformisme quand des figures importantes qui ont servi de socle pour les formes extrêmes du métal sont devenues d'immenses têtes d'affiche qui engrangent énormément de profits et de mouvements de foule? Autrement dit, es-tu toujours anticonformiste face à l'épreuve du temps? Es-tu toujours marginal quand tu brasses des millions? Si nous prenons l'exemple de Metallica, il est évident que, dans un premier temps, ils furent marginaux, sans concession. Ils ont apporté quelque chose de novateur et d'impertinent. Mais peut-on encore parler d'anticonformisme avec le Black Album qui cherche à toucher un public plus large? Peut-on parler de marginalité quand ils ont cherché avec Load et Reload à suivre la tendance grunge, garage rock? En soi, oui, c'est possible de parler de marginalité dans ce cas-là. Après tout, se dire on refuse de rester dans le thrash metal qui a fait notre célébrité pour nous mettre en danger et rabattre nos cartes avec un style nouveau, c'est faire preuve d'anticonformisme. On les attend dans un style et ils vont vers une autre direction en faisant fi des critiques et de ce que les gens vont dire. Après, si vous voulez mon avis, suivre la tendance, quand bien même ça tranche avec un passé plus sulfureux, ça reste une forme de conformisme commercial. Car il y a bien cette nuance que l'on doit apporter, le côté artistique, esthétique d'une part, et le côté commercial, le besoin de rentabilité d'autre part. Et dans le cas de Metallica, au niveau commercial, il n'y a plus grand chose de marginal. Car le problème, c'est que la norme évolue. Ce qu'il faut faire ou ce qui est accepté et acceptable, tout ça, ça évolue avec le temps. Ce qui fut inacceptable ne l'est plus forcément ensuite. Et pour approfondir tout ça, vous pouvez vous tourner vers les sources que je mets en description. Et bonjour à vous, c'est Mom du montage. J'interromps la vidéo parce que j'ai pensé à certains éléments en voyant la vidéo de The Doom Dad sur la revue des dramas qu'il y a eu dernièrement. Mais quand on prend un groupe comme Venom, qui a été initialement dans la marginalité et qui était un groupe profondément anticonformiste, il est quand même malheureux de remarquer que, mine de rien,
L'industrie les a poussés à un tel niveau qu'ils se sont battus pour leur propre propriété intellectuelle. Et finalement, en fait, un groupe comme Venom n'échappe pas à se faire aspirer par toute la machinerie juridique. Et un groupe comme celui-ci, qui s'est lancé en opposition à toute une scène, qui s'est construit un peu tout seul aussi, même s'il y avait un socle à partir du heavy metal, Venom a quand même bousculé pas mal d'éléments. Et au début, tu sens bien que voilà, c'est l'amour de la musique, l'art, et vraiment est tout bousculé qui a été pris en compte. Mais au fur et à mesure qu'ils ont gagné en notoriété, ils se sont complètement fait rattraper. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien d'anticonformiste. Le fait que Venom soit obligé de passer par la case justice pour enfin trancher la propriété intellectuelle des membres du groupe, c'est bien malheureux. Ça montre bien que, bah non, ils sont pas si marginaux que ça, puisque ils sont comme tout groupe de rock. À partir du moment où il y a le succès, eh ben, il y a tous les travers qui vont les rattraper. Et le plus malheureux, c'est que si tu prends un groupe comme Morbid Angel, fer de lance du death metal, tu t'aperçois qu'il est mis en avant et porté en triomphe par des métalleux qui vont se dire alternatifs, marginaux et compagnie, alors que le groupe lui-même n'a plus rien de marginal, à tel point que eux aussi, il y a eu cette bagarre juridique pour savoir à qui revenaient les droits de Morbid Angel. Et quand on voit que même des groupes comme Entombed ou Nocturnus se sont également fait rattraper par tout ça, on se dit que même le métal qui va assez loin n'est pas si marginal que ça, et qu'à un moment ou un autre, il se fera rattraper par la réalité de l'industrie. J'ai envie de dire, que ce soit Morbid Angel, Entombed, Nocturnus ou Venom, on en revient à l'exemple de Désessinte dans À rebours. En fait, quoi que tu fasses, tu vas te faire rattraper par le monde extérieur. Là, on parlait de marginalité artistique, donc du côté des groupes. Mais que peut-on dire de l'autre côté ? C'est-à-dire au niveau de l'attitude des hardos, puis des métalleux. Là, en effet, il est plus facile de parler de marginalité. Il était peu fréquent dans les années 70, 80, 90 et même 2000 quand j'étais collégien entre 2003 et 2005. Et bien à ces époques-là, il était compliqué de croiser des gens à fond dans le métal. C'était une culture de niche. Et la grande force du métal, que j'ai ressenti aussi en découvrant le métal progressif, c'est que l'on se sent si fortement nourri, et moi c'était en plus amplifié par mes lectures de nombreux poètes. Bref, on se sent si fortement nourri que le monde prend un éclat particulier. On se dit que l'on vit quelque chose d'assez unique. Et je l'admets, cette flamme singulière qui m'animait, je l'ai toujours, à différents degrés, que ce soit quand je fais mes séances de muscu ou de course à pied, quand je profite d'un album absolument remarquable, ou que je me repose face à un coucher de soleil au sommet d'une colline. Une culture de niche, par essence, exige un effort mental et physique. Il faut s'y engager pour y avoir accès. Dès lors, il est aisé de penser qu'un individu au sein de cette culture s'y projette et y impose un sens profond et personnel. Dans mon cas, toute cette passion qui m'anime, personne ne pourra me l'enlever. Adolescent, engagé à fond dans ma quête d'identité, je faisais preuve de snobisme en me sentant supérieur, en me disant que seul moi était capable de savourer ces choses-là. Et je mettais un point d'honneur à cultiver ce côté anticonformiste, à me définir en mode « eux, ils font ça, moi, je me distingue ». Et c'est un peu cet état d'esprit qui a cours dans la marginalité métal. Quand j'étais ado, j'en voyais plein des métalleux agir en mode « hey, ça t'emmerde ce que je fais ? Mais moi je m'en fous en réalité. Peu importe ce que tu diras, je le ferai malgré tout. » Dans mon cas, il n'y avait pas cette impertinence, cette quête de bousculer. Parce que même si je faisais preuve d'arrogance, mine de rien, je préférais me faire silencieux et juger de loin. Ainsi, l'attitude métal a souvent été en lien avec une forme de rébellion. Et le black metal donne raison à cette image. Le black metal, c'est la musique de sale gosse. C'est la crasse, l'arrogance, le blasphème, l'affront à tous les niveaux. Et tout ce que je viens de dire là, c'est un héritage aussi des blousons noirs et de toute cette génération rock'n'roll qui n'en avait rien à foutre des convenances et qui voulait tracer sa propre route. Il fallait donc sortir de la masse pour se sentir vivant, s'opposer pour faire entendre sa voix, prendre place dans l'espace public avec fracas et dédain. En gros, être un adversaire à tout instant. Aujourd'hui, cette marginalité semble se déliter. Pour moi, c'est parce que l'identité métal s'est fragmentée. Avec internet et surtout avec le web horizontal,
les espaces d'échange et l'ouverture des salons privés type Discord, sans compter l'explosion des sous-genres dans le métal, avec tout ça, les diverses chapelles se sont fermées sur elles-mêmes. C'est un terme que j'emploie souvent. C'est le phénomène de sectorisation que l'on retrouve aussi sur le plan politique. Puisque Internet insiste beaucoup sur l'interactivité, ceci a bousculé nos habitudes jusqu'à générer un flux très important dans des actions groupées. Autrement dit, les communautés se sont renforcées. On participe à des échanges dans des espaces où l'on se retrouve entre pairs et qui partagent le même état d'esprit, mais chaque groupe fermé définit à sa façon ce qui était auparavant une image non officielle mais structurée de l'esprit métal. Avant, on avait une image précise de la marginalité. Mais à l'heure d'Internet, que signifie l'impertinence et l'anticonformisme? Aujourd'hui, que peut-on considérer comme étant marginal? Eh bien, à cause de toutes ces communautés très différentes et cloisonnées, les avis sont désormais divergents. Comme on l'a déjà dit, les normes évoluent. Ce qui fut inacceptable ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et à l'inverse, ce qui fut acceptable à une époque ne l'est plus forcément aujourd'hui non plus. Et cette modulation a apporté des modifications en termes d'attitude. Par exemple, dans un monde de plus en plus agressif, est-ce que le manque de politesse est une forme d'opposition? Si tout le monde n'a plus rien à foutre de faire preuve de politesse, eh bien c'est se conformer à cette nouvelle norme que d'être une tête de con. Si tout le monde roule à 200 sur l'autoroute et ne respecte plus la limitation à 130, ce n'est pas être marginal que de rouler aussi vite, voire plus vite que les autres. C'est simplement suivre la tendance. Ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue plusieurs fois en voyant une foule énorme dans un hypermarché. Tu vois tous ces gens-là en train de faire leurs courses. Tout se tient comme il faut, malgré quelques couacs assez mineurs. Mais si, dans un mouvement soudain, ce millier de personnes se mettaient à sortir de leur gonds et à fuir d'un seul coup avec les marchandises entre les mains, il n'y aurait aucun moyen de contenir cette masse. Oui, les lois, les règles et les conventions ne sont finalement que des chaînes très très fines. Tout comme la frontière entre marginalité et facilité est également très fine. Parce que parfois, être marginal, c'est juste faire aucun effort. Si je reprends l'exemple de l'attitude classique des métalleux que je côtoyais quand j'avais entre 16 et 20 ans, dans leur comportement, je ne voyais aucune marginalité dans le fait de picoler, de ne pas respecter les recommandations de santé. Je voyais simplement des enfants vouloir prouver qu'ils sont grands, comme un gamin qui refuserait de se brosser les dents. Ça, c'est pas être marginal, c'est juste être un sale gosse. Non, je veux pas me brosser les dents. Non, je veux continuer à picoler. Ouais, mais il y a aucun acte majeur là-dedans, il y a aucun acte politique, c'est juste un caprice. Et quand je regardais ces groupes d'ados de mon âge, en treillis, cheveux longs, tous identiques, et qui ne manquaient pas de fumer leur clope à la sortie des cours, je me disais que, finalement, il était bien plus marginal de manger sainement et de faire du sport que de suivre leur attitude. Ouais, quand j'étais au lycée, finalement, j'étais tout seul à vivre le métal de ma façon. J'étais seul à avoir l'attitude de ce prog nerd qui fait attention à sa santé. Parce que tous les métalleux de mon lycée, c'était picole, clope et compagnie. Mais revenons plutôt à la musique et prenons l'exemple de Cynic. Avec Focus sorti en 1993, l'album tentait de se faire sa place dans le milieu death metal où la violence était reine et où tout s'organisait autour d'une agressivité toujours plus poussée. D'un point de vue extérieur, le death classique est anticonformiste, là où Cynic finalement n'a rien de bien extrême. Mais quand Focus met en avant une spiritualité zen dans sa musique et tente d'apporter des textures jazz et un contrepoint méditatif à la base death metal, qui plus est avec 2 musiciens gays dans le line-up, alors au sein de la scène floridienne, Cynic est bel et bien marginal et fait preuve d'anticonformisme en refusant les habitudes de la scène death metal. Et mine de rien, ils ne s'y sont pas trompés. Encore aujourd'hui, Focus est reconnu comme un album à part et Cynic est mis en avant comme un projet qui gravite en dehors du métal traditionnel. Et même avec Ascension Codes, encore aujourd'hui, c'est un ovni. Et c'est un ovni aussi parce que masse vie d'aliens, toi-même tu sais. Revenons à la question. Aujourd'hui, que
Que signifie être marginal? D'abord, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la marginalité choisie et subie. La marginalité subie est celle dont nous héritons par notre environnement de naissance, ce qui est très différent du choix volontaire de se mettre à la marge. Toutefois, où placer la marginalité dans le cas de musicien? Et pour répondre à ça, il y a un article qui creuse l'idée du musicien raté que je vous mets en description. Dans la musique métal, les artistes mettent les deux pieds dans la marginalité aussi bien subie que choisie. Subie d'une part, car le fait de jouer en suivant ses propres règles et ses propres codes va forcément induire des oppositions ou un rejet par celles et ceux qui sont dits dans la norme. Mais c'est également un choix. Quand tu es musicien, tu peux choisir de suivre une autre voie. Aujourd'hui, ce qui semble gêner une grande part d'adeptes du métal, c'est que cette marginalité, désormais aspirée et donc moins subie, perd aussi de sa force dans le cadre du choix. En gros, si tu peux ne plus subir la marginalité, pourquoi tu vas la choisir? Et là, je reviens un petit peu au drama qu'il y a eu entre Max Swahimi et les nouveaux influenceurs. En fait, le problème, c'est que ces nouveaux influenceurs, on va pas dire que ce sont des faux métalleux. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils ne parlent pas forcément de musique, ils parlent plutôt de lifestyle, de style de vie, et on voit bien quand même leur projet, c'est de faire de la thune. Augmenter leur nombre d'abonnés pour augmenter leur capital. Et si on en revient à la musique, le problème c'est pas tant le metalcore en tant que genre qui serait illégitime. Le problème c'est au niveau de la scène, c'est au niveau de la production. En fait, le metalcore est surreprésenté avec une production qui est ultra lissée. Lissée parce qu'il y a toujours les mêmes habitudes en termes de mastering, de mix. Les guitares sonnent pareil, les batteries sonnent pareil, et finalement les musiciens semblent interchangeables, on ne ressent plus d'identité dans le jeu et dans l'approche. Donc aujourd'hui, quand on voit le métal dit moderne, on se dit, elle est où cette marginalité qui était l'essence des musiques métal auparavant? Il n'y a pas de marginalité quand tu ne fais que copier une formule déjà établie. Il n'y a pas de marginalité quand ta guitare sonne comme tous les autres. Et il n'y a pas de marginalité quand tu prends les mêmes gimmicks de composition et aussi de mise en scène. C'est pour ça que ça gêne en fait. Et donc si aujourd'hui tu voudrais avoir de la marginalité dans le metalcore, ce serait un peu compliqué parce que le metalcore cherche justement ce côté ultra poussé, ultra rentre dedans, et souvent ça passe par une production qui est bien boostée. Sauf qu'on arrive aux limites de la production ultra boostée. Et on l'a bien vu aussi avec le technical death metal qui s'est pris un mur, on va dire, infranchissable dans les années 2010. Et mur duquel, honnêtement, je trouve, il ne s'est pas vraiment relevé. Mais parce que le tech death toujours plus retouché, dont Rings of Saturn a été le boss final, et ben, qu'est-ce que tu fais après ça? Ben après ça, tu reviens au classique. Par exemple, Quadvium. Bon, ok, Quadvium, c'est pas eu tech death, mais t'as deux musiciens qui ont œuvré dans le tech death, et qu'est-ce qu'ils font à contre-courant de la scène? Bah déjà, ils mettent deux basses, et en plus, eh bien, tu vas avoir des compositions qui font beaucoup plus organiques. Parce que Eve, la guitariste au sein de ce projet, elle a aussi beaucoup travaillé sur le son, et elle a rendu quelque chose de très particulier, finalement très à l'ancienne, avec des textures qui évoquent beaucoup Cynic, Exivius et compagnie. Et là pour le coup, le tétradome de Quadvium, c'est vraiment marginal, anticonformiste, à tel point que l'album s'est vendu à très peu d'exemplaires. C'est un album qui passe sous silence. Mais Stevie Giorgio et Jeroen Paul Tesseling ont fait le choix de faire un album jusqu'au boutiste, marginal. Et maintenant, si on prend cette marginalité au niveau social, Internet a éclaté l'idée de marge. Aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver en groupe fermé au sein de divers espaces d'échange. Même aujourd'hui, la marginalité sociale n'existe plus, car grâce à Internet, tu peux trouver des groupes qui pensent comme toi. Alors là, je mets un disclaimer avant de continuer, mais si ce que je vais dire ça te dérange, encore une fois, ça va, c'est un argumentaire, tu peux rester tranquille. Donc, si on sort de la musique, on voit par exemple beaucoup de critiques envers un supposé complot woke, ou autrement dit, un groupement de gauche extrême. Et s'opposer à ce supposé complot woke, ce serait être marginal. Alors du coup, je vais vous dire une chose, de vous à moi. À gauche, beaucoup font la chasse aux boomers et aux fachos, et dire ces mots-là, boomer, facho, ça en irrite beaucoup. Mais balancer le mot wokisme, wokiste, ou mettre tout sur le dos des woke,
eh bien c'est pareil que de dire de l'autre côté boomer et facho. Si vous estimez que les termes boomer et facho sont des hommes de paille pour bloquer tout argumentaire, eh bien dire les woke, les gauchos, les islamo-gauchistes, ou que sais-je encore, c'est exactement le même processus. À partir du moment où on accole un substantif pour essentialiser une pensée ou un groupe social, il n'y a plus aucun argument. Donc là, je le dis pour les deux côtés, hein, arrêtez avec droitardé, islamo-gauchiste ou je sais pas quoi, vous valez mieux que ça. Ceci étant dit, il y a aujourd'hui des tonnes d'expressions de la marginalité, dans un monde qui se heurte aux limites du capitalisme libéral. Un régime alimentaire végétarien ainsi qu'une volonté de décroissance sont des manières d'être dans le refus du conformisme de ce système qui a mine de rien près de 3 siècles. De l'autre côté, face à la crainte de perdre pied, face à des mutations sociales toujours plus rapides, il semble également marginal de refuser certaines modifications et de maintenir son mode de vie sans rien y changer. Là, je viens de prendre volontairement 2 exemples radicalement opposés, mais la marginalité peut s'exprimer entre ces 2 pôles. Avec d'un côté le fait de changer radicalement son mode de vie pour refuser le capitalisme, et de l'autre, le fait de maintenir son mode de vie malgré toutes les modifications ultra rapides. Et entre ces 2 pôles et tout ce qu'il y a au milieu, on ignore qui a raison. Qui est le plus marginal? Qui a la marginalité la plus saine? On n'en sait rien. Et sans doute, la réponse nous échappera. Sans doute, nous ne serons plus là quand la réponse arrivera. Et peut-être même, en fin de compte, on peut se dire qu'il y a un tel éclatement que la marginalité restera difficile à trouver. À moins que l'on choisisse de s'en foutre. À moins que l'on choisisse de ne pas prendre parti, de ne défendre aucun camp, de ne pas approuver ni réfuter les pensées de chaque groupe social. Faire son trou, tout en sachant que, de toute façon, il y aura un jugement extérieur, mais continuer quand même. Cependant, ce lâcher-prise que je viens de décrire peut générer en nous de l'inconfort. Quand on remarque les modulations de ce qui est marginal ou anticonformiste, ou quand on observe le fait que ces notions disparaissent peu à peu, sans doute on peut avoir une envie de repli, voire un sentiment de dégoût. Car l'esprit qui nous animait se trouve bafoué, l'attitude a été trahie, et on a du mal à se reconnaître dans l'incarnation nouvelle de cette attitude. Mais peut-être cela signale-t-il autre chose. Quand une attitude que l'on croyait marginale se trouve dépossédée de cette essence anticonformiste, un miroir nous est tendu. Dans le confort où nous sommes actuellement, dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes installés, est-ce que nous sommes encore marginaux? Quand nous avons suivi l'expérience de plusieurs jeunes de notre époque, avons-nous seulement été anticonformistes? Que signifie profondément ce désir de marginalité? Voilà les questions que ce miroir nous pose. Moi je pense que la limite se trouve à partir du moment où la musique que l'on écoute devient véhicule d'un message personnel. Ce que j'écoute me place en marginal, la musique que j'écoute ou que je joue est anticonformiste. Si on raisonne comme cela, alors l'art prend un usage utilitaire. L'art sert un but ou diffuse un propos. Dans mon cas, j'ai beau voir l'évolution des pratiques et des manières d'accueillir le métal, je ne me vois dépossédé de rien parce que je n'ai pas cherché à exprimer quoi que ce soit ou à prouver le fait que je m'opposais à quelque chose dans mes écoutes. Moi, j'ai simplement construit mon repère artistique. J'irais même demander au nom de quoi ce repère artistique peut-il être attaqué. Mon repère artistique serait attaqué parce que je n'ai pas eu la même expérience que les autres? Alors je suis marginal justement. Mon repère serait attaqué parce que je n'ai pas été vivant quand les groupes qui me passionnent ont émergé? Sauf que je ne suis pas responsable de ça, donc on ne peut pas m'en vouloir d'être né plus tard. Surtout que je reste toujours à l'écoute de nouvelles informations, prompt à recevoir les expériences partagées et à l'affût de nouvelles sensations. Mon repère pourrait être attaqué parce que je refuse de vous suivre et de m'accorder à votre vision des choses? Eh bien, voyez dans mon attitude un refus d'un certain conformisme. Car jamais je n'irai trahir ce en quoi je crois, parce que certains s'en trouvent gênés. Tant que je ne vous fais aucun mal, tant que je ne viens pas entraver votre liberté, mon repère artistique reste inattaquable. Par ailleurs, puisque ma passion de la musique n'a pas vocation de prouver qui je suis, je ne me heurte pas si quelqu'un s'oppose à ce qui constitue mes goûts.
Si tu trouves que Death c'est chiant, pas de problème. Mais ne sois pas heurté à ton tour si j'estime que Metallica c'est surfait, quand bien même il a été instigateur de beaucoup de choses. Death aussi, ça a été hyper influent. Si ce qui m'anime ne te plaît pas, et inversement, ce qui t'anime ne me plaît pas, cela ne doit pas gêner nos appréciations. Car si le métal est individualisme, alors nous n'avons que faire des considérations esthétiques des autres. Aime ce que tu aimes, laisse-moi parler de ce qui me nourrit. Faisons alors une autre digression, et ainsi je peux aller dans le territoire des jeux vidéo, qui ont pu, un temps, être considérés comme un loisir marginal. Et là pour le coup, je parle en connaissance de cause. J'ai vécu les années 90 en tant qu'enfant, et j'ai même vécu, et même supporté de plein fouet, les paniques morales liées aux jeux vidéo. J'ai pris en pleine tronche la folie que fut l'entrée de la 3D avec Mario 64, Tomb Raider, Final Fantasy VII et Zelda Ocarina of Time. Et je mentirais si je disais que la génération PS3, Xbox 360 ne m'a pas heurté avec ce qu'on appelait la casualisation du jeu vidéo. Autrement dit, on perdait des expériences riches pour n'avoir que des copies de FPS sans saveur à la Call of Duty et des jeux de foot vendus par palette. Et lors de cette génération entre 2006 et 2011, où les jeux devenaient trop faciles, trop courts, trop mous et sans substance, eh bien j'avais entre 16 et 20 ans. J'étais très virulent et je menais une croisade contre ces nouveaux joueurs qui n'étaient que des touristes et pas des vrais gamers. Je me disais que la passion qui m'a fait découvrir de grandes expériences allait être galvaudée et perdue par ces nouveaux venus. Ce qui faisait ma spécificité allait être vampirisé et réduit à néant par les casus. Bah ouais, j'étais adolescent, donc forcément j'étais à fond dans cette crise identitaire. Puis, en octobre 2011, il y a eu Dark Souls. Et alors le temps a fait son œuvre. Les choses se sont stabilisées, le jeu vidéo a repris du poil de la bête pour apporter des expériences variées. Alors qu'entre les années 2006 et 2011, on avait l'impression qu'on allait de plus en plus vers des jeux trop faciles, vraiment nazes, et bien avec Dark Souls et tout ce qui a suivi après, on s'est bien rendu compte que ceci n'était qu'une tendance, une mode passagère, et après ça, après la sortie de Dark Souls, et pas que, il y a eu d'autres jeux aussi à ce niveau-là, hein. On peut penser aussi à Skyrim, et à d'autres jeux, mais après 2011, il était plus fréquent de trouver des jeux consistants pour faire plaisir aux hardcore gamers. Donc finalement, 2006-2011, c'était qu'une très courte fenêtre où les jeux semblaient se ressembler tous. Et donc dans cette fenêtre de temps-là, j'étais pas bien, parce que ce qui était une spécificité personnelle, individuelle, à savoir ma pratique marginale des RPG japonais, et bah tout ça, c'est devenu de plus en plus quelque chose de commun. Et j'avais peur d'être dépossédé de ma particularité. Dépossédé parce que quand j'évoquerais mon goût des JRPG, les gens allaient dire « Ah ouais, c'est un peu comme ça là !» Alors que pas du tout, non, je me reconnais pas dans ce que tu dis, arrête-toi. Bon, cette peur était déraisonnée, parce que malgré l'explosion de la pratique des jeux vidéo, il y a toujours des passionnés avec qui parler de choses très précises. Mais surtout, suite à toutes ces mutations, est-ce que j'ai pour autant perdu mes expériences intimes ? Imaginons un monde où les jeux aujourd'hui ne seraient que des jeux trop faciles, faits pour les casus, pour ceux qui jouent jamais. Est-ce que pour autant ça m'aurait enlevé ces heures passées devant tous les jeux de mon cœur ? Bah, pas du tout. Et toutes les générations successives dans le jeu vidéo n'ont fait que confirmer mon plaisir de replonger dans ces expériences qui ont servi de base à mes goûts artistiques. De ce fait, si un jeune joueur vient me dire que Tomb Raider c'est de la merde et que FF7 c'est un jeu surcoté, bah, grand bien lui en face. Car ces mots ne pourront jamais m'ôter tous les moments que j'ai vécus avec ces œuvres. Ces gens auront beau dire ce qu'ils veulent, intimement, j'ai toujours ces souvenirs, j'ai toujours ces émotions. Pour le métal, c'est exactement la même chose. La marginalité ne peut en aucun cas s'offusquer face aux critiques ou aux discours négatifs. Aucune opposition ne peut ébranler le véritable esprit anticonformiste. Car quoi que les gens disent, le refus de rentrer dans le rang conduira l'individu anticonformiste à poursuivre sa propre route. En fait, l'anticonformisme ne se prouve pas, il ne s'illustre pas, il ne se dévoile pas dans nos goûts et nos passions. L'anticonformisme, il s'incarne. Il prend vie
par les actes. Si on veut transmettre cette attitude, il ne faut pas attendre des nouvelles générations qu'elles s'adaptent. Non, il nous faut les accompagner. Mais si la main que l'on tend est balayée d'un geste de dédain, n'est-ce pas là l'expression d'un refus de se conformer à un idéal que l'on veut partager? Alors, si cette main que l'on tend ne se ferme que dans le vide, il nous faut l'accepter. Car le vrai marginal n'a pas peur du dialogue avec le néant, tant il est accoutumé à la solitude. C'est en cela que j'ai évoqué Gérard de Nerval plus tôt dans la vidéo. Surnommé le clochard céleste, Nerval a été ce poète maudit qui n'a connu que la marginalité dans sa vie. Cherchant à perfectionner son art, il n'a cependant pas été reconnu par ses pairs et, peu à peu, il a plongé davantage dans sa recherche esthétique où le réel, le songe et l'imaginaire se confondent. Le pire étant que la société de l'époque l'a marginalisé et ses proches l'ont plusieurs fois forcé à se rendre en hôpital psychiatrique. Ce qu'il dira lui-même en écrivant « Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron ». Nerval n'était pas fou, il a été rendu fou, il a été défini comme fou. Il était un poète, il a été transformé en monstre, car son esprit de liberté, ivre d'errance et d'images sensorielles irréelles, bousculait l'ordre psychorigide de la société française du 19e siècle. Nerval a été sur la touche, laissé sur le bas-côté. Il vivait la nuit, convaincu de devoir trouver son Aurélia, en quête d'une chimère que seul lui pouvait rencontrer. Marginal jusqu'à la fin, Nerval est mort tel un chien abandonné, pendu à sa propre ceinture. On ne saura jamais si c'est un meurtre ou un suicide, il est parti pauvre et démuni. Impertinente, insaisissable et mystique, la poésie de Nerval ne fut mise en avant que lorsque d'autres marginaux sont emparés de son œuvre, à savoir les surréalistes. Tout comme le conte de Lautréamont, avec son prodigieux chant de mal d'aurore, tout aussi marginal et anticonformiste, mettant en avant des visions cauchemardesques que le métal extrême n'a rien à envier. Donc parler de marginalité dans le métal, pourquoi pas? Mais gardons à l'esprit que l'anticonformisme a été incarné par de véritables laissés-pour-compte auparavant, ceux-là même tels que Nerval qui a pu écrire le fabuleux El Desdichado, véritable abîme dans la conscience tortueuse d'un esprit en proie au labyrinthe de la conscience. Et où on peut lire « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée.